Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Pourquoi Donald Trump est-il si séduit par l'Arabie saoudite? Dès le début de sa présidence, il était évident que Trump favorisait le royaume. C'était même sa toute première visite à l'étranger. Depuis, il semble que la politique étrangère de Trump soit filtrée à travers un prisme saoudien, jusqu'au point de leur envoyer davantage de soldats. Il semble aussi vouloir à tout prix éviter d'ébouriffer les plumes du royaume, même lorsque le Congrès américain souhaite sanctionner l'Arabie saoudite, alors qu'il tient à sanctionner l'Iran pour tout et n'importe quoi. Trump a refusé de tenir l'Arabie saoudite responsable de son soutien au terrorisme, du meurtre du chroniqueur du Washington Post à l'intérieur d'un de ses consulats et même d'avoir traîné les pieds pour rembourser le Pentagone pour le coût de ravitaillement dans la guerre que les Saoudiens mènent au Yémen. Comment expliquer l'emprise du pays du Golfe sur ce président américain connu pour faire passer ses intérêts personnels en premier? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Pierre Conessa est ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense et l'auteur de Dr Saud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite aux éditions Robert Laffont. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors Pierre, comment expliquer cette emprise de l'Arabie saoudite sur Donald Trump, le président américain? Moi, je me décalerai un peu par rapport à votre question parce que le plus gros succès médiatique ou le plus gros succès de communication ou de lobbying de l'Arabie saoudite, c'est d'abord le 11 septembre. 15 Saoudiens sur 19 terroristes et en janvier 2002, George Bush fait un discours dans lequel il accuse l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Bon, donc c'est quand même un grand succès du lobbying américain, saoudien aux États-Unis. Trump, sur lequel il y a un problème de psychologie personnelle. C'est un homme qui a fait toute sa campagne électorale en dénonçant le financement par l'Arabie saoudite de la fondation Clinton. Et puis ensuite, le premier voyage officiel, il le fait en Arabie saoudite. Donc, arriver à déterminer une ligne dans la pensée de Trump, ça relève de la psychanalyse. Donc, moi, je vous dis, je pensais qu'il était bipolaire, mais des copains médecins me disent non, ça, c'est pas un bipolaire. Un bipolaire, c'est des phases longues, tandis que lui, il change d'un jour sur l'autre. Donc, c'est plutôt du trouble de la personnalité. Et c'est vrai que tous les jours, il apporte quelque chose de nouveau. Donc, je ne crois pas qu'il faille prendre la dimension personnelle des intérêts de Trump dans l'histoire. Il y a un lobby saoudien aux États-Unis qui est extrêmement efficace. Par exemple, il y a une firme américaine qui s'appelle Corvis, chargée de relations publiques, qui va approcher les Saoudiens dès le 12 septembre. En leur disant, vous avez vraiment besoin d'une boîte de relations publiques parce que votre image n'est pas bonne. C'était le moins qu'on puisse dire. Et donc, moi, je l'explique plutôt par la puissance de cette organisation, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qui fait que pratiquement, on ne parle pas de ce pays, sauf pour en dire du bien. C'est ça la ligne de communication de l'Arabie saoudite. C'est éviter d'en parler en mal, et donc, si possible, en parler en bien, mais sinon, ne pas en parler du tout. Mais on voit lors du procès de impeachment ou destitution de Donald Trump qui voit aussi la politique étrangère, où il a la tendance de voir la politique étrangère américaine par biais d'un prisme d'intérêt personnel. Et on sait aussi qu'il a des intérêts immobiliers en Arabie saoudite. Alors, vous croyez que ça joue un peu ? Oui, ça joue, mais je ne pense pas que ce soit le prisme le plus important. Non, ce qui est certain, c'est comme il est dans la procédure d'impeachment, il est important pour lui de déclencher une crise internationale. Et la crise internationale, c'est plutôt la dimension iranienne de la crise, si vous voulez, qui lui permet de brouiller les cartes, plutôt que son approche avec l'Arabie saoudite. Encore une fois, avec l'Arabie saoudite, donc il a couvert complètement Mohammed Ben Salman, dont la CIA considérait qu'il était le responsable principal de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Donc on est vraiment sur un système où, si vous voulez, il faut le comprendre comme un process, un système, plutôt que comme une attitude personnelle. Alors, comment est-ce que l'Arabie saoudite a réagi au conflit récent entre les États-Unis et l'Iran par biais de l'Irak? Je crois que, si vous voulez, il s'est passé plusieurs épisodes. Bon, qu'il y ait une vieille politique anti-iranienne qui date pratiquement depuis 1979. C'est-à-dire que les Américains, comme avec Cuba d'ailleurs, n'ont jamais accepté qu'un pays se soulève contre leur autorité. Et donc, vous voyez, même avec Cuba, qui est loin d'être une menace, il continue à y avoir une politique anti-cubaine ferme, si vous voulez. Bon. Et donc, vis-à-vis de l'Iran, on est un peu dans la même situation. Et donc, il y a toujours cette espèce de possibilité de ressortir un dossier iranien à chaque fois qu'il y a un président en difficulté. Bon. Je rappelle quand même que, pour revenir aux attentats du 11 septembre,
Le Congrès fait un rapport sur les responsabilités de ces attentats et George Bush décide de classifier secret défense 28 pages du rapport du Congrès quand même, c'est pas un rapport fait par un think tank. C'était les 28 pages qui mettaient en accusation les rapports entre l'ambassade d'Arabie Saoudite à Washington et les terroristes. Bon. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui tient à la structure même des rapports entre l'Arabie Saoudite et le gouvernement américain, qui fait qu'on aura de toute façon tous ces phénomènes de blocage. Donc là, en l'occurrence, pour revenir sur la crise avec l'Iran, l'Iran a répliqué d'une manière qui est finalement assez habile, qui est cet envoi de missiles, vous savez, qui a frappé des champs pétroliers en Arabie Saoudite, qui est une manière de rappeler à l'Arabie Saoudite qu'en cas de conflit, c'est l'Arabie Saoudite qui est le pays de la ligne de front, c'est pas les États-Unis. Et donc, s'il y avait un conflit, l'Arabie Saoudite souffrirait beaucoup. Et donc, du coup, je pense que l'Arabie Saoudite est devenue pacifiste vis-à-vis de l'Iran, parce que justement, ils se sont rendus compte. Et je pense que, si vous voulez, quand il y a eu cette diatribe de Trump aux Nations Unies, accusant l'Iran d'être responsable du terrorisme sur la planète, etc., et qu'il a commencé cette espèce de discours belliciste à l'égard de l'Iran, les Saoudiens ont envoyé une délégation à Washington, probablement pour le calmer. Vraiment ? Parce que tout le monde, on dirait qu'il y a des gens qui croient, d'après ce qu'ils lisent dans les médias, que l'Arabie Saoudite aimerait bien que les États-Unis, que eux, soient en conflit avec l'Iran. Pas que l'Arabie Saoudite soit en conflit avec l'Iran, mais qu'ils le font par biais des États-Unis et des soldats américains. Et justement, Donald Trump envoie assez souvent, maintenant d'une manière assez régulière, des troupes en Arabie Saoudite. Et justement, il a dit lors d'une interview sur Fox News, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 semaines, que la raison pour laquelle il n'hésite pas à envoyer des troupes, des militaires américains en Arabie Saoudite, c'est justement parce qu'ils payent cash et ils ont mis, et je cite directement ces mots, $1 milliard dans la banque. Je ne sais pas quelle banque ou quel compte, mais c'est ce qu'il a dit quand même. Je ne sais pas, parce que, encore une fois, envoyer des troupes en Arabie Saoudite, c'est un exercice risqué. Rappelez-vous qu'après la guerre en 91, quand il y avait quelque chose comme 100 000 ou 150 000 soldats américains dans des compounds en Arabie Saoudite, il y a eu des attentats qui ont obligé les Américains à déplacer leur base principale au Qatar. Bon. Et donc, je ne suis pas sûr que d'envoyer des troupes en Arabie Saoudite fasse que l'opinion publique saoudienne accepterait encore une fois cette présence américaine. Donc, la lisibilité de la diplomatie de Trump, encore une fois, elle est à lire plutôt sur le contexte politique intérieur américain que sur la réalité. Je ne pense pas que les Saoudiens puissent imaginer une minute qu'une guerre puisse se faire directement entre l'Iran et les États-Unis sans que ça touche l'Arabie Saoudite. C'est pas possible. On sait bien que c'est la fragilité générale du système d'alliance. Si les champs pétroliers saoudiens étaient rasés par quelques envois de missiles dont dispose actuellement l'Iran, il est évident que ça changerait complètement la condition de la guerre. Donc, à part une attaque massive sur l'Iran, mais qui serait incapable de réduire toutes les capacités militaires de l'Iran d'un seul coup, l'Arabie Saoudite aurait des effets extrêmement durs, si vous voulez, s'il y avait un conflit. Et moi, je pense qu'ils sont plutôt aujourd'hui dans une attitude extrêmement prudente et qu'ils voudraient que ça reste du domaine du verbal, quoi. Alors, si on enlevait l'argent saoudien de la politique étrangère américaine, est-ce que cette politique étrangère américaine serait différente, d'après vous ? Si on soustrait l'argent. Vous savez, on est sur une espèce d'inertie. Rappelez-vous qu'on accusait George Bush, c'est exactement pareil, parce que lui, c'était un pétrolier, une famille de pétroliers, donc on se disait, voilà, il se protège l'Arabie Saoudite à cause du pétrole. C'est vrai, mais encore une fois, je crois qu'il faut dépasser la dimension personnelle de la décision, c'est-à-dire que, rappelez-vous qu'on était dans cette situation extraordinaire où on considérait que l'Arabie Saoudite était un allié dans la guerre contre le terrorisme. Bon. Pour faire passer une idée de cette nature, il faut beaucoup de travail, de lobbying, si vous voulez. Et donc, ce que je vous disais sur l'activisme des boîtes de relations publiques à l'égard de l'Arabie Saoudite, pour leur expliquer qu'il fallait qu'ils changent leur image, qu'il fallait qu'ils convainquent qu'ils étaient un allié dans la guerre contre le terrorisme, etc., et qu'ils n'étaient pas responsables dans la propagation du salafisme, c'est dur, hein. Parce que l'Arabie Saoudite a une caractéristique, si vous voulez, notamment pour les boîtes de relations publiques, c'est qu'il n'y a aucun intellectuel saoudien exportable sur un plateau. Ils font des télécoranistes, mais vous ne leur mettez pas dans un plateau avec Par contre, quand vous regardez leur diatribe et leur prise de position sur Internet, vous vous rendez compte que c'est difficile de les exporter. La deuxième caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de diaspora saoudienne à l'étranger. C'est pas comme les Algériens en France ou les Marocains en France. Il n'y a pas de diaspora étrangère. Bon. Et la troisième caractéristique, c'est que le produit est invendable. Donc, vous voyez, comment voulez-vous vendre l'Arabie Saoudite ? Donc, c'est pour ça que je vous disais... Mais ils réussissent quand même à le faire, parce que... Non, parce que leur ligne de communication n'est pas de vendre l'Arabie Saoudite, c'est qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Et ça, je vais vous expliquer comment ça se fait. Parce qu'encore une fois, il faut absolument à la fois garder les intérêts économiques et en même temps trouver des faux fuyants pour ne pas aborder la question.
En France, par exemple, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, la technique pour qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite, c'est de définir 3 cibles principales. La première, c'est les hommes politiques. Bon, les hommes politiques, ça veut dire, à chaque fois qu'un Premier ministre, un président va aux États-Unis, il revient avec une lettre d'intention. Une lettre d'intention, c'est pas un contrat. On s'engage à négocier sur 10 milliards de contrats avec la France et 110 milliards avec Trump. Il n'y a pas de contrat derrière. Mais l'homme politique occidental revient dans son pays en disant « Regardez, avec moi, ça avance ». Deuxième caractéristique, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, alors, on leur vend un projet pharaonique. Neom, 500 milliards, Qadiria, la grande cité de la distraction, le Red Sea Project, etc. C'est-à-dire, on leur fait des propositions, des projets, si vous voulez, qui font que n'importe quel homme d'affaires qui va aller au Davos du désert revient en se disant, bon, même si j'arrive à en gratter 1%, je suis richissime. Donc, on n'en parle pas. On fait semblant de croire. Or, aucun des projets annoncés par les prédécesseurs de Mohammed Ben Salman pour créer des tech cities, pour diversifier l'économie saoudienne, aucun n'a jamais marché. Donc, c'est bien une technique de communication. Et la dernière des techniques de communication, la dernière cible, si vous voulez, ce sont les élites de la communauté musulmane à l'étranger. Les élites de la communauté musulmane à l'étranger, il y a 2 manières de les convaincre. D'abord, bien penser que l'Arabie Saoudite tient les lieux de pèlerinage. Et donc, pour n'importe quel musulman, si vous voulez, qui une fois dans sa vie a l'intention de faire le pèlerinage, il faut quand même faire très attention à ses prises de position. Regardez dans le Conseil français du culte musulman en France, vous avez quelques agences de voyage, par exemple. Bon. Si ils vendent des pèlerinages et puis que tout à coup l'Arabie Saoudite leur dit « Ah mais vous savez, cette année il y a moins de visas », c'est dur. Deuxième caractéristique, encore une fois pour les convaincre, c'est d'arriver à leur faire croire que critiquer l'Arabie Saoudite, c'est critiquer l'islam. Et donc finalement, ils sont tous extrêmement prudents. Et vous ne trouvez jamais un communiqué émanant des autorités musulmanes à l'étranger critiquant la guerre au Yémen, critiquant l'assassinat de Khashoggi, etc. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire, encore une fois, la logique, c'est de ne pas parler de l'Arabie Saoudite. Alors, comment expliquer le manque de diversité parmi les journalistes occidentaux, par exemple ? D'abord, la situation est très difficile pour les journalistes, il faut bien reconnaître. J'étais avec Reporters sans frontières la semaine dernière. Il y a 35 journalistes saoudiens qui sont en prison. 35, c'est pas mal, c'est un des records du monde. Ils sont parmi les pays qui emprisonnent le plus les journalistes. Les correspondants étrangers, à la fois, on leur rend difficile la couverture médiatique. Par exemple, quand ils veulent aller dans la région Est, dans lesquelles il y a eu, vous savez, ces manifestations à l'époque des printemps arabes où les chiites ont demandé des droits, etc., aucun journaliste étranger n'a pu y aller. Et donc, vous vous trouvez dans cette situation où les journalistes font ce qu'ils peuvent, mais encore une fois, en manquant de la possibilité de faire de véritables enquêtes de terrain. Il y a un site d'opposants américains extraordinaire qui a réuni le New York Times sur 70 ans, la une du New York Times, à chaque fois qu'il y avait un changement de roi en Arabie Saoudite. Et à chaque fois, le titre, c'était « L'homme du changement ». On fait comme si vous voulez, à chaque fois qu'un nouveau roi devait changer. Et vous pensez bien que quand Mohammed Ben Salman arrive, on se dit, ouf, enfin un type de 30 ans au lieu d'un 80 ans. Et donc, celui-là doit être l'homme du changement. Bon, on n'est pas sûr. Mais par contre, la mécanique, si vous voulez, vous prouve que par force de conviction, on finit par à chaque fois répéter les mêmes choses. Et justement, un fonds souverain saoudien, en parlant du lobby et de la communication, vient d'acheter 49% des actions de la boîte de lobbying d'influence de Richard Attias, dont... Richard Attias Associates, c'est le mari de Cecilia ex-Sarkozy qui a déjà organisé des forums d'investissement en Arabie Saoudite. Et l'année prochaine, ils tiendront le sommet du G20 en Arabie Saoudite. Alors, ça rentre dans le modus operandi l'Arabie Saoudite? Non, c'est pas un des éléments les plus importants, si vous voulez, du dispositif de lobbying. Il faut se rendre compte que si vous voulez, la politique de communication de l'Arabie Saoudite, c'est faite par strates. Pendant les années 50, 60, 70, si vous voyez, ils sont contraintés d'acheter de la presse arabophone, en se disant, bon, au moins ça, on contrôle. Bon. Premier choc, ça a été la création d'Al Jazeera par le Qatar. Et Al Jazeera a acquis vite la réputation d'une agence de presse sérieuse. Bon. Deuxième choc, ça a été évidemment le 11 septembre. Et troisième choc, ça a été les printemps arabes. C'est-à-dire que progressivement, les Saoudiens ont compris que leur ligne de communication strictement arabophone était insuffisante. Et donc, c'est là que les boîtes de com sont venues les voir en leur disant, non, il faut faire plus sérieux. Et donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a des contrats avec les 5 majors de la communication mondiale, dans lesquels il y a les 3 américaines et les 2 françaises. Quand vous dites les 5 majors, ça veut dire les médias? Non, les boîtes de com, c'est pas du tout pareil. C'est WPP, Omnicom, etc. Et puis en France, Publicis et Havas. Et aujourd'hui, c'est Publicis qui est le plus gros opérateur de relations publiques et de communication au bénéfice de l'Arabie Saoudite. Publicis a par exemple racheté cette firme dont je vous parlais, qui s'appelle Corvis.
Justement, alors l'avantage pour une boîte de com qui a une visibilité publique, c'est d'acheter une boîte de pourris comme ça, c'est-à-dire de gens qui sont prêts à accepter n'importe quelle communication sur n'importe quelle dictature, de façon à dire oui, mais c'est pas nous, c'est Corvis. On fait comme si c'était pas nous. Et par exemple, Corvis, associé à une branche de publicité qui s'appelle MSL, a le lobbying à Bruxelles. Aussi. Donc, vous voyez, vous avez à travers Publicis, qui aujourd'hui a aux États-Unis Corvis, à Bruxelles, MSL, en Angleterre, Saatchi, etc. Vous avez une boîte mondiale qui peut vous harmoniser une politique de com avec les axes que je vous ai dit. Mais comment est-ce qu'il monte sa politique de com? Parce que justement, ça devrait en principe arrêter avec les journalistes qui disent mais alors. Parlons peut-être de la manière dont ça fonctionne sur le plan opérationnel. Alors, moi, je travaille pour une boîte de com, j'ai un message à faire passer auprès des journalistes. En principe, ça devrait s'arrêter avec les journalistes qui disent mais attendez, vous tentez de faire passer un message qui est purement la communication, quoi. Oui, mais je vous ai dit, les journalistes ne sont pas une cible. Les journalistes reçoivent des communiqués, des boîtes de com, etc. Mais tant que vous n'avez pas la possibilité de confronter ou que vous n'avez pas la possibilité d'enquêter sérieusement, si vous voulez, vous vous trouvez toujours face à un certain blocage. Bon. Par exemple, MBS a fait précéder sa campagne de visite, vous savez, en Angleterre, aux États-Unis, en France, etc., par une politique d'affichage, par exemple, en Angleterre. Vous aviez des camionnettes qui circulaient avec Welcome Mohammed Ben Salman, etc. Ils avaient créé un site Welcome Mohammed Ben Salman. Et c'est-à-dire qu'ils pensent qu'effectivement, dans la tradition des pays arabes, le leader est toujours affiché partout. Ouais, mais, donc ils se sont dit, est-ce que ça a fonctionné? Ouais, franchement, écoutez, ça me semble assez débile. Oui, mais sa tournée occidentale a été un succès. Il est allé aux États-Unis, tout le monde a regardé. Mais comment expliquer? Il suffit justement de faire. L'intérêt, c'est qu'il suffit de faire des mesurettes en Arabie Saoudite. Le système est tellement monolithique que quand vous annoncez que vous donnez aux femmes le droit de conduire ou d'assister à des matchs de foot, ils disent oh là là, c'est formidable, ça se réforme. Enfin, le jour où Kim Jong-un ouvre un McDonald's à Pyongyang, on va dire extraordinaire, la démocratie progresse. Vous voyez comme on a baissé les critères médiatiques d'analyse sur l'Arabie Saoudite. Quand il y a eu 35 décapitations. Dont d'ailleurs un leader chiite, un imam chiite, il n'y a pas eu de vague de protestation. Non. On dit oui, mais ça c'est de la lutte contre le terrorisme. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? On dit c'est de la lutte contre le terrorisme. Alors on change la définition. Oui. Encore une fois, parce qu'on n'a pas les moyens d'enquêter. Regardez, donc, le militaire chiite, Al-Nimr, s'était simplement contenté de demander des droits pour les chiites. Il n'a pas appelé à la révolte armée contre l'Arabie Saoudite. Eh bien, il a quand même été décapité. Alors, ça a fait des vaguelettes, parce qu'on se dit, oui, mais les chiites, vous savez, c'est l'Iran, c'est des intolérants, etc. Mais je veux dire, on devrait ramener tous les critères à la même situation. Regardez le cas de la France. On fait une loi sur la misogynie. Mais on se débat comme des fous sur le voile islamique en disant mais attendez, est-ce que c'est vraiment de la libération de la femme ou pas? C'est-à-dire on va mettre d'un côté liberté religieuse en disant c'est leur droit de se voiler et de l'autre on va dire ouais mais attendez, vous vous rendez compte, dans les entreprises on ne traite pas les femmes de la même manière. C'est extraordinairement schizophrène comme attitude. Alors je me demande la question, est-ce que l'Iran pourrait aussi s'acheter une telle influence ou est-ce que la politique étrangère américaine est uniquement une question de fric et si l'Iran avait les moyens de payer ou l'intérêt de payer pour de telles opérations lobbying, ça pourrait marcher aussi pour l'Iran? Je ne suis pas sûr que ça marcherait aussi bien parce que si vous voulez, l'avantage d'avoir un ennemi, si vous voulez, qui est bien installé dans la tradition culturelle, politique d'un pays, c'est quand même assez étonnant de penser que ça fédère une situation, si vous voulez. On se dit, regardez, l'Iran, c'est l'axe du mal. Du mal, ça veut dire quoi? Que nous, on est l'axe du bien? Vous voyez, la thématique, même la phraséologie, si vous voulez, est une phraséologie. On peut toujours trouver notre pays pour jouer le rôle du bouc émissaire. Oui, mais il vaut mieux que ce soit consensuel. C'est-à-dire que, vous savez, pour déclencher une guerre dans une démocratie, il faut que ce soit une guerre démocratique. C'est-à-dire qu'il faut convaincre l'opinion. Bon, et convaincre l'opinion, donc à ce moment-là, vous ramenez dans le passé l'occupation de l'ambassade, les prises d'otages, les attentats, etc., etc. On n'essaiera jamais d'écouter le point de vue des Iraniens, parce que ça voudrait éventuellement reconnaître que la politique extérieure était une politique impérialiste. Par exemple, quand les Iraniens prennent l'ambassade américaine donc à Téhéran, comme ils ont fait ça par surprise, c'était des jeunes révolutionnaires, les Américains n'avaient pas eu le temps de déchiqueter tous les documents confidentiels. Bon. Et donc, ils ont récupéré dans les poubelles tout ce qui avait été déchiqueté, plus les documents qu'ils ont trouvés. Ils ont donc reconstitué, avec l'aide de jeunes tisseuses de tapis, vous savez, ils ont reconstitué les documents, ils ont publié. Et ces documents publiaient le nombre d'interventions que l'Amérique avait fait à l'époque du Shah,
dans tous les niveaux du gouvernement. Donc vous aviez d'un côté la Convention de Genève protégeant le statut des diplomates, et de l'autre côté, vous aviez des documents prouvant que ces mêmes diplomates ne respectaient pas la neutralité qu'on devrait avoir vis-à-vis d'un pays. Bon. Donc encore une fois, ça dépend si vous écoutez les paroles de l'autre, mais Trump n'est pas capable d'écouter les paroles de qui que ce soit. Quand un conseiller est en désaccord avec lui, d'ailleurs, il le vire, ce qui est quand même assez simple. Et il y a aussi des chercheurs informatiques qui ont récemment attribué à l'Arabie Saoudite des piratages de téléphones mobiles appartenant par exemple au patron d'Amazon, Jeff Bezos, propriétaire notamment du Washington Post, qui est également l'employeur du journaliste Jamal Khashoggi, tué au sein d'un consulat saoudien, et aussi le téléphone du journaliste Ben Hubbard, qui est chargé du New York Times à Beyrouth, parmi d'autres. Alors, qui a les moyens ou l'intérêt de faire ça au sein de l'Arabie Saoudite? Je crois qu'il y a deux choses différentes. Bon, le fait que Jeff Bezos ait continué parce qu'il est propriétaire du Washington Post et parce qu'il considère que de tuer un journaliste est une atteinte inadmissible sur laquelle aucun des hommes politiques ne devrait passer, donc il est effectivement dans une posture d'opposition à Trump. Et donc, c'est pas la première fois qu'il est piraté. On a déjà essayé de le faire chanter parce qu'il avait une maîtresse, etc. Vous vous souvenez de ça? Bon. Donc, visiblement, c'est un homme qui a un téléphone qui est pas très sécurisé. Ça, c'est loin qu'on puisse dire. Mais, indépendamment de ça, Khashoggi participe de ce que j'ai appelé les princes félons. Les princes félons, ce sont des gens qui appartiennent à ces familles princières et qui, d'une fois à l'étranger, critiquent le régime. Bon. Or, Khashoggi est le 5e prince félon à disparaître. Il y en a eu 4 avant lui. Et ces princes félons, pourquoi les médias n'en ont-ils pas parlé? Parce que vous n'avez pas faire une sur un milliardaire saoudien qui disparaît. Qui voulez-vous intéresser avec ça? Il y en a même un, si vous voulez, qui avait fait louer un avion par l'ambassade. L'avion, au lieu d'aller à Rome, il s'est posé à Riyad. C'est pour vous dire s'ils étaient dans une espèce d'angélisme, si vous voulez, vis-à-vis de ce régime. Et donc, tout à coup, l'affaire Khashoggi a révélé, si vous voulez, a déchiré le voile. C'est-à-dire, tout à coup, on s'est mis à parler des princes félons qui ont été enlevés, on s'est mis à parler de la guerre du Yémen, on s'est mis à parler de l'occupation militaire du Bahreïn. Parce que c'est quand même une occupation militaire. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'il est allé trop loin, et donc maintenant, il est obligé de ramer. D'où ces multiples initiatives pour essayer de donner une nouvelle image de l'Arabie Saoudite. On va créer un Disneyland, on va créer cette grande ville Neom pleine de haute technologie, etc. Parce qu'il faut arriver à convaincre. Puis les femmes, évidemment. Bon, cela dit, vous avez vu, il autorise les femmes à assister au match de foot, ce qui est quand même une révolution en Arabie Saoudite, mais en même temps, il en fout 9 en tôle, dont certaines ont été malmenées. Il y en a toujours une, d'ailleurs, qui est une francophone, qui est toujours emprisonnée, et qui n'a pas l'intention de libérer. Donc, vous voyez que cette hypocrisie continue à tenir la distance. Et pourquoi Israël aurait intérêt à filer des logiciels puissants d'espionnage à l'Arabie Saoudite, notamment pour pirater les téléphones mobiles, les smartphones? Je ne sais pas si c'est venu d'Israël ou si ça a été des boîtes privées qui l'ont fait, mais enfin, en tout cas, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement Israël-Arabie Saoudite, si vous voulez, avec une logique commune, c'est l'Iran. Bon. Donc, vous savez, la vie internationale est une hypocrisie qui se cache derrière des grands principes. Hein. Donc là, effectivement, il est possible que les Israéliens aient donné un coup de main, mais je n'ai pas d'idée sur la chose. C'est uniquement axé sur l'Iran. Pardon? Leur coopération, c'est uniquement axé absolument, sur l'Iran. Elle limite à l'Iran. Vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays de la région qui n'a jamais fait la guerre à Israël. Hein. Ils ont envoyé une brigade en 67 pour la guerre des 6 jours, mais elle est arrivée trop tard. La guerre était finie. Donc il n'y a pas de passif, si vous voulez, belliciste entre l'Arabie Saoudite et Israël. Il y a une dénonciation, effectivement. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est comment réagit la hiérarchie religieuse en Arabie Saoudite à toutes ces politiques d'ouverture de Mohamed Ben Salman. La distraction, les cités au bord de mer dans lesquelles on pourrait vivre en dehors de la règle de la charia, etc. Je serais curieux de savoir comment une partie de l'opinion publique saoudienne réagit. Vous savez, il s'est passé un phénomène incroyable. Il y avait une troupe espagnole qui est allée jouer à l'occasion d'un festival culturel en Arabie Saoudite. Il y a un type qui est monté sur scène et qui a poignardé 3 acteurs. Donc ce type, on l'a vite arrêté, on a expliqué que c'était un Koweïti, on l'a décapité, mais on n'a pas cherché à savoir d'où il était et qui l'avait poussé à faire ça. Parce qu'encore une fois, on est dans quelque chose, si vous voulez, dans lequel on préfère décapiter un mec que de chercher quelles ont été les motivations profondes et les gens qui l'ont incité à l'acte, de passage à l'acte. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que la politique de l'Arabie Saoudite, soit domestique ou bien étrangère, va changer ou a changé avec MBS au pouvoir? Parce qu'il n'est pas réellement au pouvoir, mais on a l'impression qu'il l'est. Oui, la politique de l'Arabie Saoudite en matière de com est une contradiction parce que la dynastie a besoin des mécréants. À chaque fois qu'elle est menacée, elle a besoin d'une intervention militaire, d'un coup de main, etc. Bon. Et en même temps, elle continue à faire la diffusion du salafisme partout dans le monde. Par exemple, dans les mosquées en France,
toutes les publications francophones sont des publications saoudiennes. Donc vous dites, attendez, qu'est-ce que contient ces bouquins? Bon, il y en a un qui est le texte fondateur d'Abdel Wahab, qui vous explique que les Juifs sont des mécréants, qu'il ne faut pas discuter avec il ne faut pas habiter près d'un mécréant. Enfin bref, vous avez sur les sites, encore une fois, saoudiens, le rapport Al-Karawi, vous savez, qui s'appelle « L'islam français est-il possible ?», cite 5 télécoranistes qui sont des types qui diffusent des discours intolérants, d'une intolérance totale. Donc raconter que l'Arabie saoudite est en train de changer et qu'elle est en train de modifier peut-être sa façade, parce qu'elle est en train de changer sa politique religieuse, moi j'y crois pas. Alors que fait la France par rapport à ça? Rien. Est-ce qu'il devrait, à votre avis, faire quelque chose? Non, parce que, encore une fois, vous avez vu la phrase du président Macron en disant Khashoggi n'a rien à voir avec le Yémen. C'est-à-dire qu'à l'occasion de l'assassinat de Khashoggi, on a donc ressorti la crise au Yémen. Donc à ce moment-là, on a ressorti la question des ventes d'armes. Les Saoudiens ont une logique assez intelligente, puisqu'on leur vend surtout des canons César, on leur vend pas d'avions, on leur vend des pods de désignation et des choses comme ça, mais c'est pas les armes qui sont les plus actives sur le théâtre yéménite. Donc l'argumentaire de l'Arabie saoudite a consisté à dire les canons César sont de notre côté de la frontière, et donc ce sont des armes défensives. Donc ça tire par-dessus la frontière, mais ce sont des armes défensives. Et donc il y a eu une étude qui a été faite pour voir dans le champ de tir, si vous voulez, des canons César disposés près de la frontière. Il y a à peu près 100 000 personnes qui sont exposées du côté yéménite. C'est pour vous dire que c'est défensif, mais c'est très dissuasif. Alors, un dernier mot. Qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent par rapport à tout ça, vraiment, qu'ils retiennent? Qu'ils attendent la publication de mon bouquin sur le lobby saoudien en France. Ah bon? Et ça sort quand? Ça va sortir au printemps prochain. Génial. Ok, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense et l'auteur de Dr Saud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite aux éditions Robert Laffont, et aussi d'un nouveau livre qui va bientôt paraître. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur désordremondial.com ou sputniknews.com.